Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Ce soir, on va parler panorama à double titre, la photo panoramique et le panorama des nouvelles sondes Calibrite que Arnaud a pu tester pour vous tout simplement il y a quelques jours. Alors, je réexplique rapidement le principe de nos webinaires pour ceux qui n'auraient pas assisté à nos événements précédemment. Donc, on va, dans un premier temps, avoir une présentation d'Arnaud Frisch qui va durer à peu près 40 minutes sur les deux thématiques qu'on vient de citer, donc la photo panoramique et puis un panorama des nouvelles sondes Calibrite. À l'issue de sa présentation, on fera une petite pause de publicité puisqu'on vous annoncera des offres spéciales de notre partenaire pour cet événement qui s'appelle Digit Photo et qui a préparé des offres spéciales sur les produits Calibrite. Comme vous l'avez compris, ce webinaire est sponsorisé par Calibrite et le groupe Lumesca pour lequel je travaille. Après la page de pub, eh bien, on passera à la session questions-réponses. Alors, pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'en fait, au fil de l'eau de la présentation que va faire Arnaud, vous pouvez poser des questions et Arnaud ne va pas du tout y répondre à ce moment-là. Mais moi, je les note parce que je suis votre modérateur et je les poserai à Arnaud. Donc, dans la troisième partie, première partie, Arnaud fait sa présentation, petite page de pub, et la troisième partie, la session questions-réponses, dans laquelle, eh bien, je poserai les questions à Arnaud et il vous répondra pour les questions qui sont pertinentes par rapport au sujet. Voilà. Alors, pour se mettre en jambe, ce qu'on fait toujours, c'est on vous demande de regarder sur votre interface et de regarder à quel endroit vous pouvez communiquer avec nous. Une question très simple qu'on vous demande, est-ce que le son et l'image sont de bonne qualité pour vous? Donc, si vous voulez bien nous répondre, ça nous fera plaisir. Et voilà, puis... c'est l'occasion pour moi de tester le son de ma partie. Donc, bonsoir à tous, bienvenue. Je remercie encore une fois Hervé pour l'organisation de ce webinaire. Ça, c'est vraiment pour moi extrêmement précieux que quelqu'un puisse me préparer ce genre de choses. Donc, merci à toi Hervé encore, merci à Lumesca, merci aux partenaires et ravi de passer un moment avec vous. Ok, donc le feedback arrive. Le son est nickel, parfait, donc tout est bon, on va pouvoir commencer. Je vais te laisser le champ libre et tu vas pouvoir te présenter maintenant que j'ai annoncé les règles du jeu pour ce webinaire. Alors, donc, bienvenue à tous. Donc, ce soir, ce que je souhaitais faire, puisqu'on n'a pas énormément de temps devant nous, mais il y a quand même des choses très importantes à dire sur les deux sujets qui nous intéressent. Donc, la photo panoramique en 2023, quelles sont les tendances que j'observe, comment on en fait, comment les tendances fortes. Je vais vous montrer par l'image comment on peut en faire, quels sont les outils qu'on utilise aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, donc, on passera au sujet de la présentation des 3 sondes Calibrite qui sont sorties début juillet 2023. Il y a pas mal de choses à dire. J'en ai testé déjà 2 avec un test publié sur mon site, le 3e arrive. Donc, il y a vraiment des choses à dire et je tenais donc ce soir, lors de ce webinaire, vous présenter pour faire le bon achat. Parce que par rapport aux précédentes années, il y a des petites précisions qui sont importantes lorsque vous allez choisir cette sonde. Dorénavant, ce n'est plus uniquement le niveau que vous souhaitez obtenir qui va guider votre choix, mais il y a d'autres critères qui deviennent importants, donc je souhaitais en parler avec vous ce soir. Donc, revenons à notre premier sujet. Vous voyez que derrière, j'ai également mis différentes solutions de photo panoramique. Donc, juste derrière moi, sur ma gauche, le Ricoh Theta, un petit appareil photo qui permet de faire de la photo 360 très rapidement en un one-click. Vous avez 2 objectifs de part et d'autre de ce petit appareil. Ça vous permet d'aller extrêmement vite, de faire une photo 360 degrés complète ou de la vidéo 360 degrés également. Inconvénient, une basse définition, donc ça peut être extrêmement pratique. On va voir les tendances dans lesquelles on peut retrouver l'utilisation de ce genre de boîtier très rapide. Il faut compter un budget d'à peu près 1 000 €. Vous n'avez pas besoin, quand vous utilisez ce genre de solution, d'un logiciel d'assemblage. Le panorama est assemblé directement dans le logiciel. Très simple d'usage. Inconvénient, la définition de l'image n'est pas très large.
même en 2023. Pour vous donner une idée, on est sur une image qui va faire 6500 pixels de large. Je vais vous montrer ensuite, je vais partager mon écran pour vous montrer la définition de ce type d'image. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on a de plus en plus d'écrans ou de tablettes avec beaucoup de définition. Et une image de 6500 pixels pour 360 degrés, eh bien, quand on va s'orienter dans une partie de l'image, on va retomber donc sur une image qui va avoir une toute petite définition, qui va limite être suffisante sur un écran, même un simple écran 24 pouces, c'est dire sur un écran 27 pouces ou pire, un écran 4K. Donc, très pratique. Ça va largement suffire, par exemple, pour photographier en 360 des biens immobiliers qui n'ont pas forcément des biens extrêmement prestigieux. On va gagner énormément en temps et c'est une tendance forte. Moi, je vois bien, il y a de plus en plus de gens que je suis amené à former qui veulent ce genre de solution pour aller très vite parce qu'ils estiment que la définition suffit. Et pour vous donner un ordre d'idée, un jour, il m'est arrivé de former des gens de la police nationale. Eh bien, effectivement, pour un certain nombre de scènes qui sont liées à un crime, un certain nombre de photos sont faites avec ce genre de boîtier. Donc, ça suffit pour comprendre l'approche de la scène de crime. En revanche, ça ne suffit plus pour une scène de crime. Le niveau de détail n'est plus suffisant. On doit passer à une autre solution qui est cette fois-ci sur ma droite. Donc, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus encombrant. On va avoir cette fois-ci un vrai appareil photo, réflexe, avec un objectif soit fisheye, soit un objectif classique. Vous voyez qu'il est monté sur une rotule un peu spéciale. On en parlera un petit peu plus loin pourquoi. Et là, on va pouvoir obtenir des panoramas beaucoup plus larges, mais au détriment du temps qu'il faut pour le préparer. Cette fois-là, on va avoir une image qui peut largement et très facilement, avec cette photo, englober une vingtaine de milliers de pixels, c'est-à-dire 3 fois plus de pixels qu'avec le Ricoh Theta. Et donc, avec le Ricoh Theta, vous avez une approche qui est suffisante si vous n'avez surtout pas besoin de zoomer dans l'image. Dès qu'on a besoin de zoomer dans l'image, on est obligé, même en 2023, d'aller vers des solutions plus complexes à mettre en œuvre, entre guillemets. C'est sûr que si on n'a pas l'habitude, c'est forcément plus complexe. Avec les conseils que je donne sur mon site ou une formation, on y arrive très très bien, ça va relativement vite, il ne faut pas exagérer. Mais c'est évident que ce n'est pas un one-click, ça c'est sûr. Il faut assembler les photos dans un logiciel dédié. Ça offre beaucoup de souplesse, vous verrez. Je vais vous parler de la troisième approche également, de la troisième tendance photo panoramique 2023. Et puis, vous avez donc beaucoup plus de définition. Et enfin, est-ce que tu veux partager ton écran? Oui, je vais le partager là. Alors, tiens, on va le faire tout de suite avec le titre. Donc là, normalement, vous devez voir mon moniteur principal. C'est bien ça. Alors, vous voyez, je vous ai mis quelques exemples là des tendances. Alors, là, on a parlé de la première tendance, c'était la photo ici avec, par exemple, un Ricoh Theta. Mais là, cette photo a été faite avec un Ricoh Theta. J'aurais ce niveau de définition-là. Je ne pourrais donc pas zoomer dans l'image, même si je le souhaitais. Donc, cette photo-là a été faite avec l'appareil photo Pentax qui est derrière, qui est un boîtier réflexe de 36 millions de pixels, un fisheye dessus. Donc, j'ai fait cette photo en 6 photos, plus une photo vers le zénith. J'obtiens cette fois-ci un panorama de plus de 20 000 pixels et vous allez voir que la définition n'a strictement rien à voir. Les autres tendances que j'observe très fortes en 2023, alors qui ne sont pas directement liées à la photo panoramique, mais on va utiliser les logiciels de photo panoramique pour les réaliser, c'est des photos très haute définition. Et je vous en avais un exemple ici. Donc, c'était une restauratrice de tableaux d'art qui m'a sollicité. Elle avait un petit tableau à scanner en infrarouge. Sa caméra infrarouge avait un petit champ, mais extrêmement précis. Elle a donc pris 91 photos. Et là, pour faire ça, il fallait un logiciel d'assemblage de photos. Donc, c'est un logiciel d'assemblage photo panoramique au départ. On en détourne légèrement l'utilisation pour pouvoir faire une photo très haute définition, là, de 91 photos, plutôt une seule photo en macro, fut-elle prise avec un boîtier 100 millions de pixels. Là, on peut obtenir des images de plus d'1 gigapixel sans aucun problème. Et une autre tendance que j'observe, donc, dans le même genre de tendance, une commande que j'ai réalisée, vous voyez ici une photo, je vous la montrerai un peu plus grand, une photo que j'ai réalisée pour la galerie de l'Aurignacien, c'est une galerie qui se trouve juste à côté de la réplique de la grotte Chauvet. Il y avait donc il fallait représenter
une ambiance telle qu'elle pouvait avoir lieu il y a 36 000 ans à l'époque de l'Aurignacien, donc à l'époque de l'homme de Chauvet. Et vous avez une photo qui fait tout le tour de la galerie, qui fait 110 mètres de déroulé, 6 mètres de haut. Vous vous doutez bien que je n'ai pas fait ça avec une seule photo. J'ai assemblé des centaines de photos. Donc là, réellement, j'ai utilisé mon logiciel d'assemblage panoramique pour non seulement faire assembler une photo gigapixel, beaucoup d'images ensemble, et en plus panoramique, puisque il fallait une photo de 110 mètres de large par 6 mètres de haut. Et enfin, je finis ici, vous reconnaîtrez peut-être une plateforme pétrolière que j'ai également réalisée en visite virtuelle. Et vraiment, la tendance 2023, c'est soit des visites virtuelles de basse définition plutôt pour les agences immobilières. Et dès qu'on attaque les musées, là en ce moment, je travaille pour EDF. Vous savez tous, par l'actualité, qu'EDF a fermé un certain nombre de centrales nucléaires pour les réhabiliter. Eh bien, en ce moment, on en profite pour, avec certaines sociétés qui ont été mandatées, pour réaliser des photos panoramiques très haute définition des centrales, de manière à pouvoir préparer le travail des sous-traitants. Et donc, il y a absolument besoin de pouvoir voir tous les namomètres avec les aiguilles dessus. Donc là, je vais vous montrer des photos pour vous montrer en définition ce que ça donne. Alors, par exemple, je reviens sur cette photo-là. Eh bien, regardez quand j'agrandis la photo. Vous voyez, un décor réel, bon, évidemment qui a été reproduit, hein, mais comme si pour simuler un petit peu le réel, alors qu'on est à seulement 1 mètre du parcours des visiteurs, il fallait que ma photo ait une définition telle qu'on ait l'impression que la photo et le décor qui a été recréé se fondent. Donc, il fallait une très, très haute définition, vous voyez, sur 6 mètres de haut. Donc, pour la petite histoire, par exemple, si on prend la photo qui est au fond, j'ai assemblé 186 photos ensemble juste pour le mur de droite, 186 photos réalisées avec un moyen format de 50 millions de pixels. Et pourquoi 186 photos? Parce que là, on cumule l'ensemble des difficultés, mais je vous assure que c'est vraiment quelque chose que j'observe de plus en plus, de la photo très haute définition, éventuellement panoramique. Eh bien là, il fallait que l'herbe au premier plan, comme au fond tout à fait du paysage, et sur cette photo-là, il y a même la Lune, il fallait que tout soit net. Or, vous savez que quand plus on multiplie la définition, moins on a de profondeur de champ. Eh bien, il fallait que tout soit net. Donc, pourquoi j'ai fait 186 photos? Parce qu'il fallait absolument que le haut de la dent de Ré en Ardèche et les feuillages ou l'herbe au premier plan, tout soit parfaitement net. Donc, il a fallu que je fasse du stack focus, du stacking focus. Donc, en bas, j'ai pris 5 photos avec une mise au point différente. Et je tourne. Et donc, à la fin, il y a à peu près 80 photos sur ce panorama-là. Mais il a fallu que je fasse 186 photos pour pouvoir, sur les photos du bas, faire mon stack focus pour avoir beaucoup de profondeur de champ, pour que tout soit net. Même en fermant le diaphragme, je n'aurais jamais obtenu la profondeur de champ dont j'avais besoin. Donc ça, voilà, tendance lourde de 2023, des photos très haute définition, très complexes à faire, puisqu'il y a un gros travail en amont à préparer, à la prise de vue, à l'assemblage. Il va falloir faire du stack focus avec un logiciel dédié à l'assemblage de photos, juste pour augmenter la profondeur de champ. Et ensuite, on bascule avec les photos préparées dans un vrai logiciel de photo panoramique. Et on va voir la différence entre un vrai logiciel de photo panoramique et ce que peut faire Photomerge, le logiciel qui est intégré à Photoshop, à Camera Raw, à Lightroom, donc un logiciel qui permet de faire un certain nombre d'assemblages, souvent très bons, mais de manière un peu limitée. Je vais vous montrer les différences. Donc ça, tendance lourde de la photo en panoramique en 2023. Un autre sujet que je suis amené des fois à réaliser, donc les centrales nucléaires, là en l'occurrence, ce n'est pas une centrale nucléaire parce que les images sont confidentielles, mais une plateforme pétrolière. Voyez, voilà, le niveau de définition. Je reviens à 0. Ça, c'est une image qui est présentée sur 2000 pixels de large. Mon écran fait 24 pouces. Avec un Ricoh Theta, j'aurais obtenu à peu près ce niveau-là de définition. Autant vous dire que les étiquettes sont pratiquement illisibles. Et en plus, l'image aurait été plus floue. Donc, évidemment, pour vendre un bain immobilier, pour comprendre qu'on est dans la salle à manger, ça suffit. Pour la plateforme pétrolière, pour comprendre, pour préparer, donc là, le but, c'était, cette plateforme va être en mer, il faut préparer le personnel qui va y aller, il y a besoin de définition pour qu'ils comprennent bien là où ils vont être héliportés. Et donc, la photo, regardez, voilà, vous voyez, l'étiquette, là, je peux la reconnaître, je peux la lire,
le namomètre, on peut le lire, on peut voir pratiquement la pression. Eh bien, sachez que pour EDF, on m'a demandé un niveau de définition encore 3 fois supérieur. Vous voyez, à chaque fois qu'on va franchir un cap selon le niveau de précision dont on va avoir besoin, autant vous dire que le Ricoh Theta qui est derrière moi là peut absolument pas suffire. Il faut absolument passer cette fois-ci à une solution vrai appareil photo, fisheye pour faire une photo comme la plateforme. Et dans le cas d'EDF, on passe carrément à un 28 mm. Donc là, cette fois-ci, on n'assemble plus seulement cette photo, j'en assemble 35 pour avoir beaucoup plus de définition et pour pouvoir zoomer dans les différentes parties du panorama tout en pouvant lire absolument toutes les informations essentielles quand on se rapproche. Voilà, là, on peut voir que c'est du 400 volts, c'est parfaitement identifiable. Donc, je pense que pour les gens qui s'intéressent à la photo panoramique, si c'est à titre professionnel, je pense qu'il faut commencer à s'intéresser sérieusement à cette partie-là de la photo, la haute définition. Après, pour les amateurs, c'est juste le plaisir d'avoir une image beaucoup plus définie, même si effectivement, c'est un petit peu plus long à préparer. Enfin, est-ce que tu veux que je lance notre petit sondage ou plutôt après? Presque, presque. Après ça. Hein. Oh, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Après, on finira sur le projet qui m'a le plus marqué dans ma vie professionnelle en tant que photo panoramique, la fameuse grotte Chauvet. Donc, je vais vous montrer un original, la photo du mur original, le fameux panneau des lions. Je te laisse faire. Eh bien, je vais lancer un petit sondage. Donc, vous pouvez interagir avec nous en votant. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Et Arnaud vous demande, mais vous êtes là pourquoi? Ce qui vous intéresse en photo panoramique, c'est le panorama en une seule prise, un shoot rapide, hein, il vous l'a montré, c'est une possibilité. La prise de vue multiple avec assemblage, le panorama pour avoir tous les participants à un événement, c'est aussi une utilisation possible. Un mariage, par exemple. Voilà, ou un événement sportif. Un événement sportif, ouais. Dans les stades, ça se fait beaucoup. Une reconstitution, il y a plein de choses. Construire une photo haute définition, alors les fichiers vont assez rapidement dépasser 100 mégas. Ou alors un panorama 360 degrés pour le côté expérience immersive, indépendamment que ce soit pour vous un objectif professionnel ou perso. Qu'est-ce qui vous attire dans le côté photo panoramique? Même si c'est juste pour l'info hein, que vous êtes là, ben vous nous dites, vous cochez ça. Là, il y a 40% des personnes qui ont voté, donc vous pouvez cocher plusieurs cases hein, si c'est le cas. Et d'ailleurs, il y en a qui le font. On est à 60% de votants. Je fermerai 75, hein, donc allez-y. J'espère que vous avez vu comment vous pouvez interagir. Ah, voilà, 75%, mais je vais fermer le sondage dans quelques secondes. 1, 2, 3, je ferme. Voilà, allez, 80%. Et je partage les résultats. Donc voilà vos réponses. 11% ont dit, ce qui m'intéresse en photo panoramique, c'est le panorama en une seule prise. 89%, Arnaud note bien, la prise de vue multiple avec assemblage. Ah ouais. Ah, toujours. Hein. Ouais. Ah, c'est chouette. 24% le panorama pour avoir tous les participants à un événement. C'est vrai que ça peut être intéressant. En fait, on n'y avait pas trop pensé avant, mais c'est vrai que c'est utile. Construire une photo haute définition, donc des fichiers qui font assez rapidement plus de 100 mégas, 58%. Et 23% la photo 360 degrés pour une expérience immersive. Je vais masquer les résultats. Parmi nos auditeurs ce soir, il y a toujours une vraie passion, et quitte à ce que ça soit pas forcément facilement accessible, mais une vraie passion, et quitte à mettre les mains dans le cambouis pour vraiment faire de la haute définition, que ça soit une super expérience pour leurs propres clients ou leur propre auditoire. Ah, c'est chouette, bon, pour moi c'est une très bonne nouvelle. Il y a encore des passionnés de photos panoramiques qui sont prêts à se donner un peu de mal. Voilà. Eh ben, je te propose de remontrer peut-être ce sur quoi tu étais, donc la grotte Chauvet, parce que dans ta présentation, je pense que tout le monde n'est pas au courant que c'est toi qui as fait les photos de la grotte Chauvet, qui ont ensuite servi à créer la deuxième grotte qui est ouverte au public, sachant que la première… Non, pas tout à fait. Ah. Mais en fait, quand la commande arrive du Centre national de la préhistoire, et c'est ce que je vais vous montrer, là la réplique est déjà largement entamée. Donc moi, j'ai travaillé pour la partie réplique uniquement pour ce qu'on appelle la galerie de l'Aurignaciens. Je vous ai montré tout à l'heure la photo de paysage.
En revanche, là, j'ai vraiment photographié l'original de la grotte Chauvet sur commande du Centre national de la préhistoire, donc rien à voir avec la réplique, mais parce que pour des besoins scientifiques, deux choses. Il faut savoir qu'à l'époque, on est en 2015, à l'époque, il y a dans certains pays arabes, il y a des conflits extrêmement violents qui amènent à la destruction du patrimoine de ces pays-là. Et ça donne des idées aux conservateurs du patrimoine français de dire on ne sait jamais si ça ne pourrait pas arriver en France, pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est très important d'avoir des photos très haute définition pour qu'au moins on puisse conserver, si jamais on finit par rentrer dans la grotte Chauvet, qui a la chance extraordinaire d'avoir été découvert par vraiment des spécialistes de spéologie, excusez-moi. Et du coup, ils ont fait extrêmement attention à la façon dont, quand ils sont rentrés la première fois dans la grotte, de ne pas souiller la grotte, à tel point qu'ils sont venus avec des plastiques en rouleau pour marcher sur du plastique et pas souiller la terre originale de la grotte Chauvet. Donc, c'est un des rares endroits qui a été découvert directement, non pas par des enfants comme la grotte Lascaux, mais par des vrais amoureux et spécialistes. Donc, c'est une grotte qui est extrêmement bien préservée. Et on sait, donc, il y a porte blindée aujourd'hui, et donc il y a vraiment la volonté de conserver une image très haute définition de l'original. Et d'ailleurs, je vais retourner dans d'autres grottes du côté du Rhône-Alpes, une dizaine de grottes, toujours dans le même esprit, photographiées en haute définition, on ne sait jamais, au cas où, et ensuite, pour un autre usage. Donc, regardez cette photo, donc tout le panneau ce qu'on appelle des lions, le panneau le plus prestigieux, le plus emblématique de la grotte Chauvet. Là, on est vraiment dans l'original. Et on voit le panneau des lions qui se trouve seulement ici pour la partie la plus connue. Et donc, regardez sur ma photo, je suis à 4,18% d'affichage seulement. Vous voyez, avec cette photo, cette frise. Donc là, c'est pareil, c'est pas loin d'une centaine de photos au moyen format. Eh bien, quand on va zoomer dedans, voilà, et vous allez mieux comprendre pourquoi. Donc, je répète, très, très important, vous avez un sol qui a été totalement préservé. Personne, amateur, touriste, n'est venu dans la grotte et a marché, par exemple, le long des parois. Quand les scientifiques doivent approcher la paroi, il faut absolument déposer des dossiers. C'est extrêmement strict. Même les scientifiques ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans la grotte Chauvet. Et il y a un moment, pour pouvoir faire des datations, il faut quand même se rapprocher du mur de la grotte. Et pour préparer l'endroit où on va aller faire le prélèvement, il va falloir qu'on essaye de repérer, et là je vais vous montrer, donc voyez, je grossis sur le panneau des lions, je suis toujours qu'à 25%, et voyez, voilà, là je suis à 100%. Voyez un petit peu la différence, donc en plein écran et à 100%. Et l'objectif de cette photo, et encore j'ai une photo qui est encore plus définie, là c'est le panorama complètement assemblé, c'était de repérer pour les scientifiques les endroits où il y aurait un peu plus de charbon et où ils pourraient éventuellement en prélever un peu sans dénaturer le dessin derrière. Et donc ensuite, ça permet de repérer à quel endroit par rapport au sol on doit aller et quelle partie du sol on est prêt à, entre guillemets, souiller, parce qu'on va aller marcher à cet endroit-là parce qu'on fera le prélèvement sur tel animal de la fresque. Donc voilà, là on rejoint le scientifique et l'utile et l'agréable, et c'est pour ça qu'on m'avait mandaté sur cette prise de vue-là, plus d'autres grottes que j'ai pu réaliser derrière, toujours en très haute définition. Donc, préservation du patrimoine et éventuellement à but scientifique pour pouvoir faire des identifications. Comme on ne peut pas se rapprocher, et bien, parfois, pour faire certains travaux, par exemple, sur une autre partie, vous allez voir ici, là, c'est vachement intéressant aussi. Là, c'est dessiné au charbon, mais il y a des endroits où c'est gratté. Voilà, où ça va être gratté simplement. Et à ce moment-là, les scientifiques ont besoin… Alors, vous voyez, là aussi, tiens, c'est l'occasion pour moi de vous montrer, si vous regardez tout le panneau, tout est parfaitement net, alors qu'il y a des plans distincts. Quand il y avait des plans distincts, j'ai fait du stack focus, il fallait faire 3 mises au point différentes, de manière à ce que l'ensemble du mur qui était creusé à certains endroits reste net sur ma photo. Et donc, on va aller un peu plus loin dans le panneau. Là, où il a été gratté. Voilà, ici, c'est gratté. Et ben, par exemple, ce qui va intéresser les scientifiques, qui donc ne peuvent pas se rapprocher du mur
sans souiller le sol. Et bien sur une photo comme celle-ci, ils vont pouvoir voir une chose très intéressante. Vous voyez là, vous voyez des traits. C'est souvent des traces d'ours, qui ont été grattées avec leurs griffes. Eh bien, sur des photos comme celle-ci, ça leur permet de savoir si les traces étaient là avant ou après le dessin, si le dessin a été gratté également. Donc, la présence de l'ours est arrivée après sur ce panneau-là, le dessin, donc plus vieux, et ça leur permet de faire ce genre de choses sans être obligé de s'approcher du mur. Voilà. Voilà comment joindre l'utile et l'agréable en photo panoramique. Je vais dorénavant aller rapidement vous montrer le point qui, moi, me semble le plus intéressant aujourd'hui, c'est le logiciel. Donc, pendant très longtemps, vous savez tous qu'on a utilisé un logiciel qui était édité par une société française, Autopano. C'est fermé depuis 5 ans, mais on a un logiciel qui est, à mon avis, aujourd'hui nettement supérieur, qui s'appelle, on va dire, PTGui, P-T-G-U-I. Voilà. Panorama Tools GUI pour une interface utilisateur. Je voulais vous le montrer et je voulais vous montrer la différence fondamentale, pourquoi j'utilise ce logiciel plutôt que Photomerge de Photoshop, mais pourquoi parfois je peux quand même préférer Photomerge pour faire un certain type d'assemblage panoramique. Donc aujourd'hui, on a 2 logiciels à notre disposition pour faire de la très haute définition, qu'elle soit panoramique ou pas. Donc je vais choisir mes images. Là, vous voyez, hop, j'ai préparé un petit dossier avec 6 photos donc dans un Camara Cornon, je vais les aligner. Alors d'abord, vous voyez que c'est extrêmement rapide avec PTGui. Et surtout, ce qui est intéressant dans un vrai logiciel, entre guillemets, vrai logiciel d'assemblage panoramique, c'est qu'il va vous permettre de faire un certain nombre de choix techniques qui, quand on était à l'époque argentique, on les faisait au moment de la prise de vue. On allait choisir un appareil photo panoramique qui avait certaines propriétés. Moi, j'utilisais un appareil qui avait un objectif qui tournait. Mon ami Hervé Santuc, lui, utilisait un appareil photo très long, le Fuji, donc il faisait une seule photo. Mais la différence, c'est que moi, j'avais donc un angle de champ beaucoup plus large que lui. Mais c'était 2 appareils différents. Aujourd'hui, avec la même prise de vue, c'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer 2 choses. Vous voyez que les photos ont été prises avec un fisheye. Et pourtant, les murs sont parfaitement droits. Vous pourrez me dire, oui, mais là, les courbes, c'est parce que c'est pris avec un fisheye. Eh bien, pas du tout. Le fait que les courbes ici, les lignes droites du magasin deviennent courbes, ce n'est pas parce que ça a été pris avec un fisheye, c'est parce que l'image est très panoramique et qu'on est obligé de la projeter. Regardez ici en haut, on est obligé de la projeter sur une sphère. Sur une sphère, les lignes droites se courbent. En revanche, les lignes verticales, là, restent bien droites en face de moi, parfaitement droites. Eh bien, ce qui est intéressant entre Photomerge et PTGui, un logiciel comme PTGui, c'est que vous avez accès à différentes projections géométriques. Vous en avez 3 accessibles très vite, mais vous en avez davantage accessibles par le menu déroulant. Et regardez ce qui se passe. Là, j'ai fait une photo dite sphérique. Eh bien, regardez une autre type de déformation de l'image qui va être cylindrique. Regardez l'image, elle est également courbe par les lignes droites, mais l'image est très étirée. Donc, ce qui veut dire que la déformation de mon image, la personnalité panoramique de mon image va être liée à la projection géométrique avec laquelle je vais assembler mes images et pas avec l'appareil photo et l'objectif que j'ai utilisé à la prise de vue. Et vous avez un autre prise de vue, donc il y a des gens qui n'aiment pas du tout les lignes courbes, donc ils vont utiliser ce qu'on appelle le mode rectilinéaire. Vous voyez, je retrouve des lignes droites avec la même matière première, malgré le fait que mes images en entrée soient courbes puisqu'elles ont été prises avec un fisheye. Eh bien, mon image, là, retrouve une géométrie classique, orthoscopique. En revanche, vous voyez une chose typique des photos quand le champ s'élargit de trop. Eh bien, vous voyez que sur les bords de l'image est très déformée, mais cette fois-ci en étirement. Vous voyez, une image panoramique est forcément une image déformée. Soit elle est courbe, soit elle est étirée. À vous de choisir, et ça dépend énormément de l'angle de champ utilisé. Donc ça, c'est très, très pratique et très agréable de pouvoir faire ça en temps réel dans le logiciel. Je vous montre le même assemblage dans Photomerge. Et pour moi, c'est une des grosses différences entre un logiciel comme PTGui, outre le fait qu'en plus, il est vraiment fait pour assembler des centaines de photos ensemble. Donc la photo gigapixel va aller beaucoup plus rapidement dans un logiciel comme PTGui. Donc ça, c'est pour les photos haute définition que dans Photomerge. Je vous montre cette fois-ci Photomerge. Donc on retourne dans Photoshop, le voici. Là, Photomerge, on va le retrouver dans Fichier,
automatisation, photomerge. Vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre, vous allez choisir vos photos. Donc là, on va aller dans mon dossier webinaire, je prends mes 6 photos. Et bien, regardez à gauche. Là, cette fois-ci, vous avez la possibilité soit de dire à Photomerge, oh, tu m'assembles toutes les images automatiquement. Là, je ne vous fais pas un dessin. Il reconnaît qu'il y a 6 photos. Ça représente un 360 degrés. Lui, il va donc choisir naturellement le mode sphérique. Eh bien, si vous vouliez choisir le mode cylindrique ou le mode rectilinéaire, eh bien, vous seriez obligé de lancer 3 assemblages complets de ces 6 images et ensuite seulement de pouvoir choisir le panorama qui vous plaît le plus. Vous ne pouvez pas éditer le panorama en temps réel avec les images basse def dans le logiciel. Vous êtes obligé à chaque fois de lancer un rendu complet et définitif. Et si par exemple vous voulez le mode perspective, eh bien l'image perspective va être choisie au centre de votre panorama, donc devant le point 0, la première photo qui m'a servi à faire mon panorama, alors que dans PTGuy, vous pouvez tourner vos photos, vos 6 photos, pour changer le point de vue et ne pas vous imposer le point de vue central, là où vous avez réalisé votre première photo. Là encore, beaucoup plus de souplesse dans PTGuy que dans Photomerge. Je vais quand même rendre à César 2 choses, pardon, pas à César, mais à Photomerge. Je vais quand même lui redonner deux vraiment points forts. Premièrement, il fonctionne très bien avec le type de panorama qu'il est capable d'assembler. Vous oubliez la photo 360. La photo 360, s'il n'y a qu'une seule rangée, ça va. Mais dès que vous allez vouloir faire du 360-180, donc avec le zénith et le nadir, impossible dans Photomerge. Vous êtes obligé d'utiliser PTGuy. Bon, ce n'est pas très grave. Quand vous avez seulement besoin d'assembler un panorama, là, Photomerge réellement fonctionne très très bien. Et il y a un deuxième avantage que Photomerge a et que les spécialistes ce soir vont très bien deviner de quoi je veux parler, c'est qu'aujourd'hui, dans Photomerge, vous avez la possibilité d'assembler des RAW, alors que dans PTGuy, si vous voulez faire un très beau travail d'un point de vue de retouche d'image, vous pourriez assembler des fichiers RAW, mais derrière, vous n'allez pas récupérer un fichier RAW. Donc, vous allez récupérer une image qui est brute de décoffrage, mais vraiment brute. Il va falloir l'éditer dans Photoshop. Or, ce n'est pas fait exprès, puisque là, vous allez être sur un TIFF. Alors que quand vous êtes sur un RAW, vous avez tout un ensemble très puissant d'outils parce que vous travaillez sur un vrai fichier brut. Eh bien, Photomerge va vous permettre d'assembler différents fichiers bruts. Vous créez un assemblage DNG, donc brut, et là, vous allez le retoucher en une seule fois, en une seule prise avec les différents curseurs de caméra RAW, de Lightroom, c'est pareil dans l'onglet développement, c'est les mêmes outils. Vous allez donc pouvoir faire un travail d'édition une seule fois sur votre panorama assemblé. Donc voilà, c'est vraiment les principaux points que je voulais voir avec vous ce soir sur les tendances photopanoramiques. Insister sur ces 2 petits points, la clé, différence entre PTGuy et Photomerge, et puis donc les différentes tendances, c'est-à-dire haute définition, basse définition, le stack focus, selon les clients ou selon la demande de vos clients ou bien vos désirs personnels. Voilà, je pense que je vais te redonner la parole, Hervé, 2 secondes, de manière à présenter donc la deuxième partie. Je sais que vous êtes nombreux aussi à attendre cette deuxième partie, la présentation de la gamme Calibrite des colorimétres 2023. Ça marche. Juste, je reprécise que Photomerge est accessible à toutes les personnes qui ont un des composants de la Creative Suite Adobe, donc que vous ayez Lightroom ou Photoshop, ou Camera Raw, en fait, vous pouvez accéder à Photomerge. Ça va se présenter comme, c'est quoi, c'est un menu, une option en plus, comment les gens... C'est dans les menus. Hein. C'est un fichier, automatisation, et c'est un sous-menu, Photomerge. Et ça ouvre une petite application qui est intégrée dans Photoshop. Je vous ai envoyé un lien d'un article qu'Arnaud a publié sur son site, qui est en fait une étude PTGUI, hein, GUI, versus Photomerge. Et donc, si vous voulez en savoir plus, les différentes versions, etc., vous pourrez aller voir ça tranquillement. Vous avez ce lien, si vous regardez sur votre petite fenêtre, vous pouvez le copier pour regarder ça plus tard. Alors, non, ça je veux pas. Et le focus stacking, donc il y a quand même beaucoup de questions là-dessus. Avant que tu attaques peut-être sur les sondes, est-ce que tu peux réexpliquer en quelques mots simples en quoi consiste le focus stacking? Est-ce que c'est la même chose que le stack focus?
Bon, Oui, voilà, juste une petite. c'est le processus qui consiste pour un logiciel de manière automatique. Ne me demandez pas comment il fait. Pour moi, ça reste quelque chose d'incroyable. Vous avez, quand vous faites une photo avec peu de profondeur de champ, forcément une partie de votre photo qui va être parfaitement nette et des parties floues. Quand il s'agit de photographier, par exemple, très précisément une montre, vous utilisez un objectif macro. La profondeur de champ est tellement réduite, puisque vous grossissez beaucoup en loupe, vous avez très peu de profondeur de champ, donc sur aucune photo, vous avez l'entièreté de la montre qui est nette. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une photo où on va faire la mise au point sur le début de la montre, une autre photo un tout petit peu plus loin, et ainsi de suite. Vous balancez toutes ces photos dans un logiciel dédié au stack focus. Et là, comme par magie, le logiciel est capable d'aller reconnaître, et c'est juste une analyse du contraste entre les pixels. Quand une image est parfaitement nette, quand un endroit de l'image est parfaitement net, vous avez beaucoup de contraste entre deux pixels consécutifs. Quand c'est flou, vous en avez moins. Eh bien, il est capable d'identifier la zone qui lui semble particulièrement nette sur une photo et il va dire celle-là, je la garde. Il met la deuxième photo, donc il reconnaît que la partie parfaitement nette est un petit peu plus haut. À ce moment-là, il va flouter la partie basse qui est devenue floue, la partie haute qui est floue. Il va garder la partie nette et il va la joindre à la première photo avec des masques de manière à ce que la transition entre ce qui était net en bas de votre photo, ce qui est net dans la deuxième photo, eh bien, de manière à les cumuler ensemble comme si elles avaient été prises avec une super profondeur de champ et ainsi de suite. Et parfois, il faut des centaines de photos. Quand vous photographiez, par exemple, avec un microscope, cette fois-ci, des insectes, c'est parfois une centaine de photos qu'il faut photographier comme ça, tellement la profondeur de champ est ridicule. Et donc, vous avez zone de netteté par zone de netteté. Le logiciel est surtout capable, mais je vous dis, en fait, finalement, ce n'est pas si magique que ça, c'est juste une analyse de contraste. Quand c'est contrasté, c'est net. Quand ce n'est pas contrasté, ça va être flou. Et donc, le logiciel, comme ça, va conserver petit bout par petit bout, et il va tout compiler avec des calques dans une même photo. Vous allez avoir donc 2, 3, 100 photos dans un fichier complexe. On va être soit un TIFF, soit un PSD dans Photoshop, et vous allez pouvoir jouer un petit peu après l'assemblage pour éventuellement dire cette partie-là me semble pas tout à fait nette, je vais la retirer du calque, je vais conserver telle partie qui me paraissait nette déjà sur cette photo-là, et ainsi de suite. Vous allez éditer votre stack focus de manière à récupérer une profondeur de champ entre guillemets presque infinie, presque infinie. Et tout ça grâce à l'automatisation d'un logiciel. C'est extrêmement puissant. Est-ce que c'est un logiciel en particulier ou est-ce que c'est inclus dans alors là, moi, c'est pas dans Photoshop, pas à ma connaissance en tout cas. Peut-être que dans les commentaires, quelqu'un pourra me préciser, mais je ne crois pas dire de bêtises en disant que c'est pas dans Photomerge, ce n'est pas dans Photomerge, on pourrait détourner un peu l'utilisation. Des gens très très bons dans Photoshop pourraient peut-être détourner l'utilisation de certains filtres ou certaines automatisations pour faire comme si. Sinon, je crois que le logiciel le plus connu, c'est Helicon, qui est archi connu pour faire ça. Donc, des logiciels payants et qui vous permettent d'automatiser vraiment et très simplement sans avoir recours à des astuces de Photoshop. Et sinon, ce qui est intéressant, je sais que Nikon, dans certains de leurs boîtiers récents, à partir d'images non pas RAW, mais d'images JPEG, est capable de faire deux choses. Il est capable de vous préparer le stack focus. Il y a une fonction stack focus dans certains boîtiers Nikon. En tout cas, je sais que chez Nikon, ça existe. Peut-être que là aussi, il y a d'autres boîtiers qui le font. Et il est capable, donc, si vous mettez votre objectif en autofocus, de dire, je veux que ça soit net à partir de là, OK? Donc, il va faire la mise au point, il va repérer. Je veux que ça soit net jusqu'à tel endroit. Donc, vous prenez votre mise au point, vous allez jusqu'au plan où vous voulez que ça soit net et vous dites, je veux qu'entre cette photo-là et cette photo-là, tu me prennes autant de photos où tu bouges l'autofocus à chaque fois. Donc, admettons 50 fois. Et donc, vous allez récupérer 50 photos. Alors là, c'est pareil, je peux pas vous dire, mais les spécialistes Nikon pourront me dire si le logiciel en interne du boîtier est capable de vous rendre une photo directement stackée ou s'il faut le faire après dans un logiciel Nikon où vous allez récupérer vos 50 photos, par exemple, qui ont été stackées, mais cette fois-ci automatiquement. Pour la galerie de l'orientation, il a fallu que je fasse tout manuellement. Maintenant, vous avez aussi la prise de vue qui peut être automatisée.
On peut faire le focus stacking dans Photoshop, pas dans Lightroom. Helicon, c'est bien. Il y a aussi des personnes qui disent qu'eux utilisent, qu'est-ce que j'ai vu? Certains Olympus le font de manière native, Photoshop, Luminar, etc. Donc il y a pas mal d'outils et il y a un bouquin sur comment assembler un focus stacking qui existe. Voilà, pour ceux que ça intéresse. On va passer la partie technique là-dessus. Juste pour finir, haute définition égale parfois stack focus. Voilà. Parfait. Et donc, la deuxième partie de ta présentation. Voilà, allez, c'est parti pour les sondes. Donc, on va faire le panorama, c'est la soirée qui veut ça, des colorimètres Calibrite 2023. Donc, vous voyez que, première chose que vous pourrez remarquer, l'objet, la sonde, extérieurement ressemble aux précédentes sondes Calibrite, mais cette fois-ci, elles sont noires. Et alors, très important, premier point très important à préciser sur cette gamme, le capteur est nouveau. Très important, le capteur est nouveau. Extérieurement, elle ressemble, mais à l'intérieur, il y a des vraies modifications. Et plus tard, je vous montrerai, j'ai pu mesurer la différence entre les précédentes sondes Calibrite, les précédentes colorimètres, plus exactement. Je vais jongler entre colorimètre et sonde. Colorimètre est le nom exact de ce genre d'appareil. Donc, le capteur a été modifié. Vous voyez trois modèles. Le modèle SL à droite, qui est le modèle entrée de gamme. Le modèle Display Pro HL. Alors, le SL, c'est pour standard luminance. Donc, on doute par ce titre que c'est une sonde qui va être dédiée à des écrans pas forcément trop lumineux et en tout cas pas HDR. Vous avez ensuite une évolution du la fameuse display, le Display Pro qui maintenant s'appelle Display Pro HL. Pourquoi? Parce qu'elle est capable, grâce à ce nouveau capteur, deux choses, de mesurer des technologies de dalle plus récentes et surtout haute dynamique, donc des écrans très lumineux. Et enfin, vous avez le modèle à gauche Display Plus, toujours HL. Et donc là, la grosse différence fondamentale entre le modèle Pro HL et Plus HL, c'est la capacité à être capable de mesurer avec précision, toujours avec précision, des écrans extrêmement lumineux dans le cadre de la Display Plus, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 10 000 nits. Alors là, vous allez me dire, mais 10 000 nits, Arnaud, t'en as jamais testé sur ton site. Eh bien, sachez que j'ai une information qui date de pas plus tard que hier. Il y a des écrans pour le montage vidéo qui sont en préparation. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant sur la marque, mais qui sont en préparation, qui vont attaquer les 8000 nits. Donc là, ça devient très intéressant. Je vais passer sur mon deuxième slide pour préciser vraiment les choses qui, pour moi, sont essentielles dans le choix de ces différentes sondes. C'est je vais aller sur mon deuxième slide, celui-ci. Ce qui est très important, donc, il y a des écrans donc, qui sont en préparation à 8000 nits pour le montage vidéo essentiellement. En photo, on utilise souvent une centaine de candela mètre carré, 100 nits. Autant vous dire que ce genre d'écran, on n'en a pas absolument besoin demain. Mais pour le montage vidéo, c'est d'autant plus important que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une norme dont Apple aime bien la défendre pour la reproduction des films en HDR, qui est la norme Dolby Vision, l'équivalent du Dolby Atmos pour le son, pour la partie visuelle. Or, le cahier des charges de la norme Dolby Vision, c'est à terme de viser les 10 000 nits. C'est-à-dire que quand vous voulez reproduire une scène réelle avec les contrastes de la vraie vie, eh bien, si vous voulez vraiment les reproduire, il faut non seulement des noirs très profonds, mais il faut également, sur quelques pixels, être capable de balancer énormément de lumière pour avoir un rendu réaliste. Eh bien, sachez que l'être humain est même capable, dans les meilleures conditions, d'aller jusqu'à 20 000 nits. Vous voyez que 10 000 nits, ça ne paraît pas si délirant, même si c'est délirant aujourd'hui, étant donné que l'écran le plus lumineux que j'ai testé aujourd'hui, je crois que c'est dans les 1600 nits. On voit que certains smartphones maintenant commencent à taquiner les 2000, certaines montres taquinent les 3000 très très ponctuellement. Vous voyez que la tendance lourde, et c'est ça qui est vraiment important quand vous regardez mon écran, la tendance lourde qu'il faut avoir à l'esprit quand vous allez choisir votre sonde, ce n'est pas uniquement vos besoins d'aujourd'hui.
Je vais préciser qu'est-ce qui est capable de faire, quelles sont les qualités différentes, le niveau de précision, de calibrage que vous pouvez faire avec ces 3 sondes. Mais sachez que le premier modèle, le SL, est donc un modèle qui convient parfaitement aujourd'hui, mais qui peut être vite obsolète pour demain et après-demain. Or, je vous rappelle, c'est des sondes qui ont fait leurs preuves. Moi, j'ai une sonde d'un ancien fabricant qui s'appelait X-Rite. J'ai une sonde qui est toujours d'actualité, qui fonctionne parfaitement, qui date de 2011. Ce sont donc des produits qui durent très longtemps. On est sur des produits entre 180 € et 320 € pour le modèle Plus, mais c'est des modèles qui durent extrêmement longtemps. Donc, ayez vraiment à l'esprit que quand vous allez choisir votre sonde, l'écran de demain que vous allez choisir, non pas parce que vous avez des besoins très spécifiques aujourd'hui, c'est tout simplement des tendances tellement lourdes que vous allez avoir demain des écrans qui vont intégrer des technologies dont vous n'avez pas forcément besoin, mais elles vont les intégrer que vous le vouliez ou non, que vous en ayez besoin ou non, même pour nous, photographes par exemple, qui n'avons pas besoin de reproduction HDR, sauf éventuellement quand on utilise notre écran après la production pour le divertissement. Et je peux vous assurer qu'un écran HDR qui a beaucoup de luminance, c'est extrêmement beau de regarder une vidéo ou un film qui a été filmé en 4K HDR dessus. Je peux vous assurer que mon écran ISO, qui n'est toujours pas HDR, c'est un écran d'une ancienne génération, qui est tellement beau pour faire de la retouche photo. Les couleurs sont super précises, c'est des écrans homogènes. Enfin, c'est bourré de qualité pour la retouche photo. En revanche, quand je veux m'en servir pour faire du montage vidéo ou du divertissement, mais mon écran paraît tout fade par rapport à un écran HDR. Donc, la tendance lourde que j'observe, on le voit bien même sur les plus grandes marques d'écrans que vous connaissez très bien si vous suivez mon site, la tendance, c'est d'avoir des écrans très polyvalents. Et donc, une sonde display SL vendue au prix fort à 180 € ne permet pas de calibrer des écrans HDR, par exemple. Donc, attention pour demain. Ensuite, deuxième précision très importante, un monsieur qui m'a écrit avant-hier me dit: je viens d'acheter un ordinateur portable pour mon usage. Voilà, il n'était pas un expert de la gestion de la couleur, de la précision des couleurs. Il achète un portable avec une dalle OLED, tout bêtement OLED. Eh bien, il me demandait, mais c'est bizarre, je n'arrive pas à le calibrer avec mes anciennes sondes. Eh bien non, les nouvelles sondes sont, elles, capables de pouvoir calibrer des nouvelles technologies. On va parler d'OLED, de mini LED, les écrans Apple qui ont une technologie spéciale, les écrans XDR, qu'on appelle XDR, qui sont ce qu'on appelle des matrices couleurs. Les signaux rouge, vert, bleu qui sont envoyés sont un peu spéciaux. Et encore d'autres, vous avez les iMac qui utilisaient du GBL LED, vous avez donc le mini LED, micro LED, les XDR Apple et les écrans HDR, donc, qui vont utiliser des mini LED. Eh bien, selon la technologie de la dalle que vous allez utiliser, les anciennes sondes ne sont plus compatibles. Et pourtant, il ne s'agit pas d'écrans incroyables, c'est juste la tendance lourde du marché. Les écrans vont être de plus en plus polyvalents et intégrer des nouvelles technologies. Donc, attention, si vous achetez la nouvelle display qui vient de sortir, le modèle SL ne va pas être forcément compatible demain et après-demain avec votre futur écran. Parfaitement compatible aujourd'hui, mais pas demain. Là, ça, c'est vraiment un point très important sur le choix d'une sonde de la série 2023. Oui, Hervé. Je vais juste rajouter que parmi les personnes qui ont pu tester les sondes, il y a assez peu de personnes qui ont eu la possibilité de jouer littéralement avec les 3 modèles. Et c'est pour ça qu'Arnaud s'est proposé de faire ce panorama. C'est important pour que vous ayez des informations de première main à partir de tests réels qu'il ait pu faire. Et je rajouterai un point tout simplement de vocabulaire. Les nits, ça correspond au candela par mètre carré. Et tout simplement, c'est-à-dire qu'un écran qui peut monter jusqu'à 6500 nits, comme tu disais, il est capable de produire 6500 candela par mètre carré, ce qui est énorme. Mais il ne s'agit pas que ce soit tout l'écran qui soit éclairé comme ceci. Parfois, ça peut être, il faut bien imaginer que vous êtes en train de travailler sur un projet, une photo ou une vidéo de science-fiction et vous voulez simuler l'effet particule du réacteur à fusion de votre vaisseau spatial en train de quitter la Terre. Et donc, vous voulez absolument que cette partie-là de votre image soit ultra lumineuse pour simuler cet effet-là. Et c'est dans ces cas-là, par exemple,
que ça va jouer. Et puis, il y a des tas d'autres situations. Ça peut être des étoiles sur une carte stellaire, des choses comme ça, qui peuvent être, elles, très lumineuses, surtout en comparaison avec un fond sombre. Et c'est là-dessus que beaucoup de fabricants d'écrans, et c'est demain, hein, c'est pas de la technologie pour dans 5 ans, Ah non, beaucoup d'écrans sont en train de sortir ou sont sur le point de sortir qui exploitent ces aspects-là. potentiel HDR. Ouais, voilà, donc le HDR. Et voilà, préciser aussi, nits, en fait, c'est une ancienne dénomination. Normalement, aujourd'hui, on parle de candela au mètre carré. Il se trouve que Apple, pour que ça soit plus pratique à écrire, puisque ça existe et puisque c'est un terme qui a existé, même s'il n'est plus normalement d'actualité, c'est bien des candélas par mètre carré qu'il faudrait utiliser aujourd'hui, mais comme on utilise plutôt sonde que colorimètre, eh bien, comme Apple a ressorti les nits parce que c'était plus pratique à écrire, on utilise de plus en plus les nits. Mais voilà, 1500 nits égale 1500 candélas au mètre carré. Donc, vous voyez sur la photo panoramique qui est derrière, vous voyez qu'il y a une partie où il y a le soleil qui se lève derrière les nuages. Eh bien, sur une photo comme celle-ci, pour la rendre avec le même aspect que j'ai pu la voir en vrai, tu pourrais l'afficher? Il faudrait un écran. Malheureusement, là, je ne l'ai pas là. Non, malheureusement, je ne l'ai pas sur mon écran principal, malheureusement. Oui, là, j'aurais dû. Pardonnez-moi. Donc, elle est petite, mais vous voyez bien qu'il y a des arbres au premier plan très sombres et une partie très claire. Beaucoup de contraste entre ces deux points, beaucoup de dynamique. Et bien, sur un écran standard comme celui-ci, on ne peut pas rendre complètement la dynamique de la vraie vision que j'ai pu avoir parce que l'écran, là, ou la photo, n'est pas HDR. Donc, vous voyez, c'est pas pour c'est dès aujourd'hui. Tous les écrans qui sortent aujourd'hui deviennent de plus en plus compatibles. Donc, pas tous, mais de plus en plus d'écrans aujourd'hui, et surtout quand ils sont améliorés, intègrent le HDR. Même si c'est des fois un petit HDR, pas forcément la norme Dolby Vision, mais intègre du HDR. Donc, la sonde SL, le HDR, vous oubliez. La sonde Display Pro HL, bah là, ça va vous permettre de monter à 3000 nits, 3000 candela au mètre carré, beaucoup plus souple. Vous pouvez envisager de calibrer toutes sortes de technologies d'écran, OLED, XDR et ainsi de suite. Et enfin, le modèle Plus, là, va vous permettre de calibrer tous les écrans, même HDR, donc avec ce sous-entendu HDR vraiment avec beaucoup de dynamique qui pourrait dépasser les 3000 nits. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Donc, les sondes de demain, c'est vraiment la Pro HL et la Plus. La Pro HL va coûter dans les 280 €, la Plus va coûter 320 €, 330 €. Donc, pas tellement plus cher. Donc, contrairement à hier, où l'autre point que je voulais voir avec lui, dans la gamme, c'est évidemment le logiciel qui va être utilisé pour faire votre profil. Je sais que vous attendez tous de savoir, mais au fait, est-ce que c'est quand même plus précis que l'ancienne génération? Est-ce qu'il y a des différences de précision après calibration entre ces trois sondes? Donc, premièrement, entre ces trois sondes, elles utilisent le même nouveau capteur. Donc, je vous dirai tout à l'heure les tests que j'ai faits pour savoir si on gagne en qualité ou pas. Donc, même le modèle SL utilise le même capteur. Vous avez en revanche la distinction, évidemment, puisqu'elle coûte moins cher, c'est une limitation purement logicielle, mais énorme avantage par rapport à l'ancienne génération avant 2023. L'ancienne génération, dans le modèle entrée de gamme, vous utilisiez un autre logiciel que le modèle qui était compatible avec la Display Pro et la Plus. Maintenant, tous les trois utilisent Calibrite Profiler, le nouveau logiciel que j'ai testé sur mon site, que vraiment j'adore, qui est une véritable évolution. Alors, c'est toujours pareil. Certains pourront me faire remarquer, ben oui, mais moi, j'utilise mon calibrage avec telle et telle valeur cible. Je les avais déjà sur l'ancien. Oui, mais moi qui teste les écrans et qui ai besoin de couvrir tous les besoins et toutes les possibilités du nouveau logiciel, incontestablement, sur certains points, le nouveau logiciel va plus loin que l'ancien logiciel. Par exemple, sur les valeurs cibles. Évidemment, tu veux le montrer? Tu peux montrer l'interface peut-être? Je montre l'interface. Tac. Calibrite, tu es où? Là, voilà, le logiciel Calibrite. Alors, le logiciel Calibrite, vous le voyez ici en bas, est compatible avec non seulement les trois sondes actuelles, donc plus de distinction logicielle, en tout cas en termes de qualité de logiciel, entre les trois sondes maintenant, qu'elles soient entrée, moyen ou haut de gamme.
et c'est compatible avec d'anciennes sondes Calibrite, moyennant cette fois-ci un tout petit supplément tarifaire de 9,90 €. Mais les 3 sondes Display SL Pro et Plus, elles sont compatibles avec ce logiciel-là. Donc, vous avez une interface modernisée, vous avez essentiellement, surtout quand vous êtes en mode avancé, à partir du modèle Pro, si vous allez sur suivant, alors là, je vais le attendez, voilà, pour le faire revenir, je vais faire comme si j'allais calibrer mon écran principal. Là où vous allez avoir des vraies différences entre les 3 modèles de sonde, ça va être les valeurs cibles. Vous en avez davantage dans le modèle Pro ou le modèle Plus. Le modèle SL est vraiment un modèle simplifié, mais ce qui est très important là aussi, c'est pas simplifié pour sacrifier la qualité du profil. Il utilise le même capteur et le même logiciel. Le profil, la qualité du profil est donc la même. Très important. Vous ne sacrifiez pas la qualité de votre profil en utilisant la première sonde. Vous allez simplifier le nombre de valeurs cibles. Par exemple, il y a un certain nombre de personnes qui vont me dire, mais moi, je ne sais pas quelle est la technologie de dalle qu'il faut que je choisisse. Ensuite, dans les pré-réglages qui sont tout là-haut, je ne sais pas si je dois choisir tel ou tel illuminant. Donc, est-ce que je veux un écran plutôt chaud ou plutôt neutre en termes de température de couleur? Je ne sais pas quelle luminosité je veux pour mon écran. Je ne sais pas quel contraste je veux. Et bien, toutes ces valeurs-là, elles sont inaccessibles dans le modèle SL. On va à l'essentiel, mais réellement, en tant qu'expert de la couleur, je peux vous assurer que c'est très bien choisi pour quelqu'un qui n'est pas un expert de la gestion de la couleur ou qui n'a pas envie de se prendre la tête. Réellement, les valeurs sont bien choisies. Et donc, on peut très bien vouloir se dire, je n'ai pas besoin d'aller choisir parmi toutes les options possibles. Je veux faire un usage c'est pas simple, j'ai envie de dire, mais je ne trouve pas le mot là, mais un usage classique. Un usage classique pour la retouche photo. Vous avez besoin de 120 candela-mètres-carrés, un illuminant avec la température de la lumière du soleil, un contraste, celui de votre écran. Eh bien là, vous n'avez pas besoin d'aller jouer avec les valeurs cibles. Eh bien, dans ce cas-là, le modèle SL peut largement vous convenir. Je pense qu'on en a parlé juste avant. Le bon conseil, c'est si vous avez essentiellement des écrans de portable, des écrans bureautiques, des écrans qui ont plus de 5 ans, la version SL va probablement répondre à vos besoins. Si vous envisagez d'acheter un écran de bonne qualité dans les mois qui viennent, regardez en fonction du modèle que vous envisagez, allez plutôt vers la Pro HL ou la Plus HL. Quand on dit bonne qualité, donc des écrans de retouche photo, mat, qui couvrent l'espace Adobe RGB 98 ou plus, par exemple. Et si vous faites de la photo et de la vidéo, la SL peut être aussi un petit peu limitante. Elle a moins de choix d'options. Là, si vous, par exemple, vous imprimez, eh bien, le rapport de contraste qui est si important dans l'affichage de votre écran pour simuler sur votre écran ce que vous allez imprimer, eh bien, avec le modèle SL, vous n'avez pas accès à la modification de ce contraste au moment du calibrage de votre écran, et donc vous êtes coincé. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Le modèle SL simplifié à fond, mais les valeurs choisies par défaut sont très intelligentes. Mais évidemment, vous n'avez pas la souplesse pour l'utilisation si vous voulez élargir le champ d'action de votre calibrage. Pensez à votre utilisation aujourd'hui, mais aussi celle de demain. Alors, voilà, c'est vraiment les choses très importantes que je voulais préciser aussi sur le modèle SL. Mais voilà, avant, le modèle entrée de gamme, le choix se faisait essentiellement entre les valeurs cibles. Est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin? Maintenant, il faut penser aussi les technologies d'écran de demain. On assiste réellement, surtout depuis 2022, à un bouleversement des technologies pour les écrans. Ça se diversifie et la tendance lourde, c'est utilisation très pro, très précise. Et là, il faut utiliser certaines technologies. Et en ce moment, qui ne sont pas toujours compatibles avec le HDR. Les écrans HDR ne sont pas forcément d'une très grande précision dans l'affichage des couleurs, mais vous pensez bien que les meilleures marques qui travaillent d'arrache-pied, et donc comme les sondes durent 10 ans, si vous achetez une Plus, vous êtes sûr que votre écran de demain ou d'après-demain, qui sera également capable de travailler extrêmement précisément des couleurs et de faire du HDR de très grande qualité, la sonde sera toujours d'actualité. Dernière précision, donc la fameuse précision. Est-ce que ça vaut le coup, Arnaud, d'acheter les nouvelles sondes quand on a une Calibrite ou quand on a une X-Rite?
eh bien, j'ai réussi à faire un test sur mon site. J'ai calibré avec les anciennes sondes, j'ai calibré avec les nouvelles. Eh bien, c'est très clair. Sur la précision moyenne de l'écran, en gros, 2 fois plus précis. Vous aviez par exemple une valeur la moyenne à 1,7, donc un delta E. Le delta E, c'est le chiffre qui va nous donner l'écart entre la précision ultime et ce qui est capable de distinguer notre œil. On considère qu'à partir d'un delta E de 2, sur une échelle de 0 à 100, 0 c'est la perfection, 100 c'est très très mauvais, on considère qu'à partir de 2, un œil un minimum sensible va commencer à se dire il y a quelque chose qui cloche sur certaines couleurs. Quelqu'un qui a besoin d'une extrême précision, il faut que ça soit un delta E en dessous de 1. Et bien sûr, un écran type de moyenne gamme, avec l'ancienne sonde moyenne à 1,7, nouvelle sonde 0,9. Voilà, on a pratiquement divisé par 2 la précision moyenne sur un affichage d'un écran standard. Et si on prend cette fois-ci les delta E des pixels les plus mauvais, eh bien, on était pratiquement à 4 avec l'ancienne sonde. On est toujours très mauvais puisqu'on est à 3 avec la nouvelle sonde. Ça reste mauvais, mais voyez, il y a une véritable amélioration de la précision. Et croyez-moi, là, pour le coup, sur parole, puisque ça dépasse les simples chiffres de delta E, visuellement, quand je regarde mon écran calibré avec mon ancienne sonde, ancien logiciel, les anciens capteurs, pourtant, je précise bien, on parle d'un écran de technologie classique, avec du rétroéclairage LED classique, on ne parle pas d'une nouvelle technologie. Et bien, malgré tout, visuellement, l'aspect des blancs est plus neutre, les gris, pardon, sont plus neutres, et l'aspect, quand je demande 6500 Kelvin, très clairement, on voit bien que la tendance des écrans de moins bonne qualité à pas être vraiment à 6500 Kelvin, mais avoir des petites dérives qui sont parfois désagréables, et bien clairement, avec la nouvelle sonde, ces dérives sont beaucoup moins prononcées. Ça ne transforme pas un écran moyenne gamme en un écran très haut de gamme, on est bien d'accord, mais incontestablement, moi qui ai la chance d'avoir toutes les sondes à la maison, ça ne me vient plus à l'idée de calibrer avec l'ancienne sonde. Voilà. Très bien. Point vraiment important, la qualité incontestablement est meilleure. Je ne dis pas que maman, mais elle ne m'écoute pas ce soir très certainement, je ne dis pas que maman verrait la différence, mais quelqu'un qui commence à avoir un œil un peu précis appréciera les nouvelles sondes incontestablement. Donc voilà, elles sont tournées vers l'avenir, modèle Pro, modèle Plus. Elles sont meilleures avec leur nouveau capteur que l'ancienne sonde. Bon, voilà, le budget a augmenté légèrement, mais là, moi, je mets ça plutôt sur l'inflation que sur le fait que ce soit de nouvelles technologies. Mais réellement, c'est un vrai coup de cœur qui se double d'un nouveau logiciel, donc Calibrite Profiler, qui apporte lui-même ses propres modifications, ses propres améliorations. Donc voilà, je vous invite vraiment, si votre budget le permet, à faire l'investissement. C'est vraiment un vrai coup de cœur d'un produit 2023. Voilà. Juste pour la citer, mais on ne va pas en parler dans ce webinaire. Pour les personnes qui ont besoin de calibrer leur écran et aussi de créer des profils d'impression, existe toujours la Color Checker Studio. La version Studio qui permet… Oui, mais attention. Voilà. Plus les écrans améliorent leur technologie, plus les noirs sont profonds, moins le spectro est adapté. Un spectro n'aime pas beaucoup faire des mesures précises dans les noirs. Il est fait pour calibrer du papier, donc des noirs peu profonds. Ça allait hier parce que les technologies d'écran avec les premières technologies de LED, mais surtout les anciennes technologies CCFL, les néons, n'avaient pas des noirs très profonds, il n'y a pas beaucoup de contraste, donc un spectro pouvait faire les deux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un spectro, c'est surtout un appareil, donc ça ne s'appelle pas un colorimètre, mais un spectrophotomètre ou spectrocolorimètre. C'est fait aujourd'hui pour faire du calibrage principalement d'imprimantes et écran uniquement si vous avez d'anciens écrans. On a perdu un peu en polyvalence. Bien entendu. Mais donc, si aujourd'hui tu es un professionnel et que tu veux bien étalonner des écrans de nouvelle génération et des imprimantes, bah, il vaut mieux avoir les deux instruments. Bah, peut-être que vous en avez un des deux et que vous pourrez compléter. Voilà. Ok, très bien. Bah, merci pour ce panorama. Je trouve que c'est intéressant. Tu peux peut-être montrer autre chose. Là, je ne sais pas ce que tu montres à l'écran. Tu avais prévu de nous montrer d'autres images, peut-être? Non, là, on a fait le point. Parfait. Avec Calibrite, toi. Alors, je te propose à ce moment-là… Évidemment, aussi, si, j'ai quand même d'autres images. Je peux mettre une autre image à l'écran en attendant. Ça, on va laisser. Toc.
je vais vous montrer. J'en avais préparé. Voilà, beau coucher de soleil par assemblage d'images. Parfait. Belle photo panoramique. Très bien. Faite avec un assemblage d'images. Parfait. Et tu m'avais demandé de préparer un petit sondage pour savoir si les personnes étaient intéressées par les écrans HDR. Tu peux zoomer un tout petit peu sur l'image là parce que tu as beaucoup de grilles autour. Voilà, très bien. Donc, tu m'as demandé de poser la question à notre audience. Êtes-vous attiré par les écrans HDR, vu ce que tu nous as expliqué? Donc, je la lance. Et est-ce que vous êtes attiré par les écrans HDR? Question ouverte. Oui, pour mon utilisation personnelle, pour obtenir de belles images. Non, parce que j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai peut-être pas le budget, ça m'intéresse pas aujourd'hui. Oui, pour une utilisation professionnelle en photo. Ou oui, parce que je vais en avoir un usage professionnel, notamment en montage vidéo. Donc, très rapidement, si vous êtes d'accord, je vous propose de voter, de nous dire ce que vous avez envie de répondre à ça. Voilà. Arnaud, est-ce que tu veux compléter peut-être sur d'autres choses? Oh non, là vraiment, j'ai dit ce que je voulais vraiment, ce qui me tenait à cœur là après avoir essayé ces sondes et puis la tendance. Là maintenant, je suis vraiment ouvert aux questions. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est de consacrer davantage de temps éventuellement aux questions ouvertes. Très bien. Alors, je vais clôturer le sondage puisqu'il y a eu un bon taux de vote et je partage les résultats. Donc, oui, pour mon utilisation personnelle, pour avoir de belles images, 49%. Non, j'ai d'autres chats à fouetter, 39%. Oui, pour un usage professionnel photo, 16%. Oui, pour un usage professionnel en montage, donc en vidéo, 4% seulement. Ah, seulement? Ouais. D'accord. Donc, c'est 48% pour avoir de belles images, 16% pour un usage professionnel aussi, et 39% non. Et 4% uniquement pour la partie vidéo. Mais très souvent, hein, dans nos webinaires, on a des personnes qui sont pas forcément fans de vidéo, donc c'est cohérent. Merci pour vos votes et pour ces informations. Et c'est vrai que pour la partie, les gens qui produisent, bien souvent, à part quand on produit pour le cinéma, pour Netflix, Amazon Prime et autres, quand on produit, la plupart de nos écrans aujourd'hui ne sont pas HDR. Et c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils font des vidéos, ne serait-ce que pour YouTube, n'ont pas forcément intérêt à les faire en HDR et se compliquer la vie, parce que tout simplement, la plupart des gens ne vont pas les regarder en HDR. Bon, mais évidemment, la tendance va bouger. C'est pas encore ce que j'observe en 2023. Donc, je comprends qu'on n'ait pas encore absolument besoin de monter des vidéos en HDR. Oui, puis ça viendra aussi avec l'augmentation du taux d'équipement, hein, c'est sûr. Du parc. Ouais. Alors, avant d'attaquer la partie questions-réponses, ce que Arnaud vous a montré sur les différents types de sondes, aujourd'hui, on a un dispositif avec notre partenaire, donc qui est Digitphoto, une offre spéciale qui est valable uniquement jusqu'au 8 octobre 2023, donc bon, ça laisse quelques jours quand même, sur le site de Digitphoto. Je vais vous envoyer le code secret à taper pour avoir 10% de remise supplémentaire, hein, des offres qu'ils font déjà, puisque souvent c'est des prix déjà placés. Donc 10% de remise avec le code Calibrite10. Je vais vous envoyer ça. Et il y a 2 références de chartes sur lesquelles il y a même 25% de remise. Vous n'aurez pas besoin de taper un code. C'est une offre spéciale en cours. Donc, je me suis permis de vous l'ajouter. Donc, je vous envoie ceci. Alors, ça fait un peu de texte, je sais, mais c'est pas grave. Donc, si vous voulez, notez bien le code Calibrite 10 pour avoir 10% de remise sur tous les produits Calibrite, hein, dont ce qu'Arnaud vous a montré, mais aussi les chartes. Et donc, si ça vous intéresse, il faut en profiter jusqu'au 8 octobre. 25% sur 2 versions de chartes, la Color Checker Passport Vidéo et la Color Checker Passport Duo, qui sont à une offre spéciale. Ça ne se cumule pas, hein, bien sûr, c'est pas 10% plus 25. 25, c'est quand même déjà très bien. Un truc qui peut vous intéresser, c'est le lien vers
la page officielle de Calibrite sur le descriptif des sondes. Et puis, je vous ai mis la mise à jour logicielle qui est sortie en juillet. Donc, ça peut aussi être quelque chose qui va intéresser certains d'entre vous. Si vous voulez être sûr d'avoir la toute dernière mise à jour logicielle, je viens de vous l'envoyer sur les produits Calibrite pour les sondes. Comme on l'a dit, le logiciel est nouveau, mais je dirais que le retour est quasiment unanime, des professionnels comme des débutants, de dire que c'est beaucoup plus limpide et plus pratique et aussi un peu plus rapide que la version précédente. La prise en charge, comme Arnaud vous en a parlé, des écrans OLED, mini LED, XDR, très haute luminance, c'est pas forcément un plus que vous allez sentir immédiatement, mais c'est hyper important de savoir, si vous achetez une sonde récente, qu'elle est prête pour les nouvelles générations d'écrans qui sont en train de sortir. Et quand on dit qu'ils sont en train de sortir, c'est pas dans 2 ans, quoi. C'est les nouveaux écrans sont sur ces nouvelles technologies. Si vous vous intéressez au traitement OLED, il faut savoir aujourd'hui que excusez-moi, Calibrite, bien sûr. Calibrite sont les 3 sondes là qui sont capables de calibrer des écrans OLED. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la concurrence que vous connaissez tous est en train de travailler d'arrache-pied, mais actuellement, le concurrent n'est pas capable de calibrer un écran OLED. C'est de dire à quel point c'est une matrice couleur vraiment nouvelle, pas si simple que ça à gérer. Et donc là aujourd'hui, c'est vraiment du réel. Il y a 2 jours, quelqu'un m'écrit en me disant j'ai acheté un portable, mais vraiment sans chercher à acheter un écran OLED. C'était vraiment ça. Le truc, c'est acheter un portable, quoi. Il y avait un bel écran, il y avait des belles couleurs, je l'ai choisi. Ah ben mince, j'arrive plus à le calibrer. Voilà. Oui. Donc, les nouvelles sondes, elles sont prêtes pour ces nouvelles générations, mais je répète, c'est pas du futur, c'est celles qui sont en train de sortir, effectivement. Et des fois, même sans vous en rendre compte, vous allez peut-être acheter un ordinateur avec un écran qui va être équipé d'une technologie OLED ou mini LED. Il ne sera pas forcément mis en avant et ces sondes vont permettre de le faire. Très important, vous le savez, on en discute à chaque fois et on ne va pas faire un point lourd dessus. Ces sondes-là, elles fonctionnent avec le logiciel qui est fourni avec, c'est celui que Arnaud vous a montré, qui s'appelle Calibrite Profiler, mais bien sûr, elles sont complètement compatibles avec le logiciel de calibrage hardware du fabricant d'écran. Tu as pu les tester, bien entendu, et leur capacité à traiter des écrans à dalle LED, mini LED ou OLED, de marque d'écran. Donc, ces sondes sont complètement compatibles avec EIZO Color Navigator, BenQ Palette Master et les autres outils de calibrage hardware. J'ai cité les 2 marques les principales. Donc, c'est important. Il n'y a pas de non-compatibilité ou de mise à jour à venir. C'est déjà dedans. Hein. Alors, pourquoi on aurait besoin de faire un calibrage hardware? Parce que c'est plus précis, que c'est plus rapide. Mais bien entendu, le calibrage hardware ne fonctionne que pour les écrans professionnels. Donc, c'est très important aussi que la sonde elle soit livrée avec le logiciel, entre guillemets, tout terrain qui est livré avec la sonde, qui va vous permettre de calibrer n'importe quel écran. Et, puisque quelqu'un a posé la question, aussi les vidéoprojecteurs. Et les vidéoprojecteurs. Hein, parce que ça peut être très intéressant, même dans un club photo, de faire une session avec un vidéoprojecteur et bien calibré. Aucun ordinateur portable n'a de calibrage hardware. Et donc là, à ce moment-là, c'est très important d'avoir une sonde séparée et pas une sonde intégrée éventuellement. Et donc le logiciel propre à la sonde pour pouvoir calibrer toutes sortes d'appareils, évidemment dans un club, évidemment. Mais même moi qui ai 3 écrans, un écran haut de gamme avec calibrage hardware et 2 écrans entrée et moyen de gamme, eh bien là, pour ces 2 écrans-là, je suis obligé d'utiliser Calibrite Profiler. Absolument. Alors, du coup, on va peut-être passer à la session questions-réponses. Donc là, je vais reprendre les questions que vous avez posées. Tu avais répondu sur le focus stacking et une question de Jacques, c'est est-ce que tu utilises le bracketing map des nouveaux boîtiers pour le focus stacking automatique? Moi, non, parce que je n'ai pas ça sur mon boîtier. D'accord. Ah, mais je vous garantis que s'il y avait sur mon prochain boîtier ce genre de fonction, parce que quand j'ai fait la galerie de l'Aurignacien, c'est la galère. On est obligé de faire ça manuellement. Moi, j'étais obligé de faire ça manuellement. Donc, c'est vraiment la galère, quoi. Donc, tout ce qui permet d'automatiser cette fonction, parce qu'en plus, je ne fais pas de la photo, de la micro ou de la macro photo,
je fais de la photo simplement en haute définition, ça veut dire qu'en plus, plein de fois, il faut que je refasse le processus. Si je peux l'automatiser, je ne vais pas me gêner. Donc là, il faut être extrêmement concentré. Il faut être très concentré pour pouvoir à chaque fois faire mes 4-5 photos, mes premières. Et puis après, quand je monte un petit peu plus haut, je vois que là, je peux en faire que 3, puis là que 2. Si je peux automatiser ça, croyez-moi, je ne vais pas me gêner. Sur la photo que tu nous présentes, là, par exemple, il y a combien de prises de vue? Là, c'est 5 photos. 5 photos. Donc, ôter l'objectif, mais comme je voulais avoir de la définition, j'aurais très bien pu faire cette photo avec une seule photo. Je coupe le haut et le bas. Ben oui, mais j'aurais eu beaucoup moins de pixels dans mon image. Donc, j'ai pris un téléobjectif, je l'ai mis verticalement et j'ai fait 5 photos. Alors, 5 photos, pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir sur mon image finale, je la réduis, un ratio entre la hauteur et la largeur de 1 pour 2,4. Pourquoi un 2,4 me diriez-vous? Parce que quand j'ai démarré la photo panoramique à l'époque argentique, j'utilisais donc un Oblex avec un objectif qui tournait et lui faisait des photos dans un ratio 1 pour 2,4. Hervé Santuc lui utilise l'appareil Fuji, le GFX Fuji, et donc il utilisait un rapport, ça lui générait des photos dans un rapport 1:3. Donc là, lui, il aurait besoin de 6 photos plutôt avec ces fameux 30% de recouvrement entre 2 photos consécutives pour que le logiciel puisse coller les images et surtout fondre l'exposition pour que ça soit très très beau et très progressif. Donc moi, 5 photos pour 1:4, lui 6 photos pour un ratio 1:3. Donc là, et ça me permet d'obtenir des images qui ont beaucoup plus de pixels. Et donc quand on me demande d'imprimer des décors là, il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé pour faire le décor, une photo de ce type-là, pour le décor d'une salle d'attente dans un commissariat. Bon, c'est 2,80 m de haut, puis c'est 3-4 mètres de long ou 6 mètres de long, je ne sais plus. Bon, là, mes fichiers permettent de faire ce genre de projet sans que j'ai besoin de dire j'ai fait ça avec mon iPhone, ça va peut-être pas être terrible. Ah non, c'est sûr. Beaucoup de questions sur quel éclairage tu as mis en place pour les photos de la grotte Chauvet. Est-ce que c'était du flash? Est-ce que c'était un parapluie de studio? Et à combien de Kelvin tu t'étais mis? Alors, tu nous remontes une photo du coup de la grotte Chauvet? Pas de flash. Très important, je n'étais pas au flash. Impossible à gérer au flash. J'ai fait… Attends, elle n'est pas là. Je vais aller la rechercher là. Bougez pas. Et je vais vous montrer sur certains endroits comment je m'y suis pris. Allez. Donc, beaucoup de questions sur les conditions d'éclairage pour pouvoir travailler ensuite tes photos multiples, bien entendu, avant de les assembler, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes se posent la question, bah oui, mais c'est important que la lumière, elle soit similaire avant de faire l'assemblage. Alors, regardez bien le type de lumière que j'ai là, le type d'ombrage que j'ai là, et regardez le type d'ombrage que j'ai ici. C'est pas le même. Donc, comment j'ai fait? C'est une photo, entre guillemets, scientifique. Donc là, les scientifiques, ils ne s'occupent pas de savoir si ça va être une photo artistique avec des ombrages travaillés ou autres. En revanche, très important qu'on puisse vraiment voir les reliefs, les formes et les reliefs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un éclairage, alors éclairage frontal, lampe frontale, à LED, mais très très performant. Je travaillais à l'époque avec mon 645Z, boîtier moyen format qui ne se fait plus aujourd'hui, qui avait une excellente balance des blancs. Donc je serais incapable de vous dire à quelle balance des blancs j'étais parce que comme j'avais confiance dans la balance des blancs automatique du Pentax 645Z, qui m'a montré à travers différents travaux à quel point elle fonctionnait très très bien, je savais par expérience que je n'aurais pas besoin, alors j'avais quand même amené une charte de grille au cas où, mais je savais que ce ne serait pas facile à utiliser parce que je vous dis, on est obligé d'être sur un chemin en métal qui a été posé dans la grotte. Donc, je ne peux pas poser. Alors là, des parapluies, vous oubliez. Je ne sais pas où je les aurais posés. Il fallait surtout pas que ça tombe. C'était hors de question de mettre quelque chose qui risque de tomber. Donc, un petit éclairage à LED au pied de mon trépied avec l'éclairage le plus diffus possible. D'accord. Ensuite, j'avais l'éclairage de ma frontale. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai travaillé donc sur trépied, évidemment. J'ai travaillé avec un temps de pause de 1,5 seconde à 2 secondes, de manière à avoir le temps, pendant la pause, avec ma frontale, donc je quittais mon casque pendant quelques instants et je balayais l'éclairage quand je voyais, donc par exemple ici sur la gauche, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon casque et j'éclairais le bord du mur
de manière à avoir un ombrage qui ne soit pas fixe, ce que j'aurais obtenu avec un éclairage au flash, même avec un parapluie, ça aurait diffusé légèrement. Et bien là, pour simuler la diffusion d'un parapluie, je prenais ma lumière et pendant mes 2 secondes, je faisais des mouvements amples de manière à faire un ombrage le plus progressif possible, le plus doux possible. Donc voilà, merci la balance des blancs automatique de mon 645Z, merci la qualité incroyable des LED du Centre national de la préhistoire, et après, plein de mouvements pour essayer d'adoucir au maximum. Donc là, je vais grossir un petit peu, voilà, sur le… Vous voyez, là, vous avez un éclairage qui est plutôt doux, qui n'est pas vraiment avec des ombres hyper nettes. Vous voyez, ici, par exemple, ça a moins d'importance. Là, j'ai moins fait attention à travailler mon ombrage. En revanche, sur des parties beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus sensibles, là, j'ai davantage fait de mouvements avec mon casque. Donc, l'éclairage au pied était très léger pour avoir une lumière d'ambiance. Et après, l'éclairage d'appoint au casque avec des grands mouvements amples. Merci. On va essayer de faire des réponses un peu plus rapides. Excuse-moi hein, de t'embêter. Quelle configuration au niveau de l'ordinateur pour pouvoir traiter toutes ces images? Parce qu'entre le focus stacking, les prises de vue multiples, peut-être que un petit ordinateur ne va pas suivre. Donc, c'est quoi la config qui va bien? Alors, c'est pas compliqué. Quand j'ai fait la galerie de l'Aurignacien, donc 110 mètres par 6 mètres de haut, on m'a demandé des images à 100 ppp, 100 dpi, pour l'impression. Donc, j'ai récupéré une photo. On va dire que les 4 photos faisaient 80 000 pixels de côté. Ça me faisait des images de plusieurs gigas, parce que 86 000 pixels, vous ne pouvez pas travailler en JPEG, donc vous êtes obligé de travailler en TIFF. Ça vous fait des poids de fichiers énormes en gigapixels. À l'époque, j'avais un ordinateur avec 32 gigas de RAM. J'étais archi limite. Aujourd'hui, j'en ai 128 au cas où. J'étais archi limite pour pouvoir faire un travail comme ça. Avec 32 gigas à l'époque, j'étais donc plein de processeurs, les cartes graphiques puissantes, des disques durs les plus rapides de l'époque. Et bien malgré tout, c'était très compliqué pour assembler cette photo. J'ai failli pas pouvoir la faire à cause de mes 32 gigas et j'étais au maximum de l'époque. C'était en 2015 ça. D'accord? Et on ne pouvait pas, à l'époque, monter, à part sur des gros serveurs, on ne pouvait pas monter plus. Aujourd'hui, je suis à 128 pour être vraiment confort, donc très compliqué. Et pour la petite histoire, quand le client a reçu les images, bah, il pensait que j'allais lui fournir des images JPEG. Et là, il s'est dit, mais comment je vais faire pour ouvrir ça? C'est trop gros, j'arrive pas à les ouvrir. Voilà. Donc peut-être qu'il avait 8 ou 16. Avec 32, c'était archi limite. D'accord? Je me souviens que quand je retouchais mon image, j'allumais mon ordinateur, je n'ouvrais rien du tout, pas les mails, j'ouvrais rien, j'essayais de garder 100% de la mémoire pour Photoshop pour qu'il arrive à ouvrir mon image. Alors, il mettait des plombes, évidemment, tellement c'est lourd. Donc voilà, il faut vraiment un ordinateur très puissant, disque dur, donc récent, avec beaucoup en flash, surtout pas des disques durs rotatifs, là. Carte graphique avec beaucoup, pour assembler plus vite, beaucoup de mémoire sur la carte graphique. Évidemment, le plus de processeurs possible et minimum 128 gigas de mémoire vive. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. Avant d'assembler les photos, est-ce qu'il faut les traiter? Alors moi, ce que je fais toujours le traitement de mes RAW pour avoir des images les plus beaux TIFF 16 bits possibles, puisque je fais de l'assemblage. Donc là, le fait de travailler en 16 bits est un vrai plus pour la qualité d'assemblage, incontestablement, notamment pour la photo que je vous ai montrée juste avant avec du crépuscule. Pas de doute, il vaut mieux travailler en TIFF en 16 bits. Et donc là, il faut absolument développer les RAW avant, ce qui me permet d'avoir le contraste que je veux, les couleurs que je veux, la réduction du bruit que je veux, donc tous les bienfaits du travail d'érotiseur sur des fichiers. Donc j'obtiens des très beaux TIFF, les plus proches possibles. Quand je veux faire un assemblage, il faut que l'exposition soit pratiquement la même. Donc je travaille à la prise de vue en mode manuel, de manière à ce que 2 photos consécutives aient pratiquement la même exposition. Et je vais développer toutes mes photos ensemble pour qu'elles soient le mieux développées possible. Et après, je les assemble en TIFF 16 bits. Donc toujours développement avant. Il me semble que tu m'as dit, Arnaud, qu'un des points clés pour réussir des photos panoramiques, c'est d'être très précis sur le point nodal. Ah, oui. Eh oui, là aussi. Alors, on remonte une photo qui m'a servi au tout début.
Le point nodal, c'est quoi? Voilà, on revient sur cette photo-là. Vous voyez, là, est-ce que vous voyez suffisamment? Est-ce que mon image là? Alors, on voit qu'il y a des photos et on voit qu'il y a des petites zones de rupture. Ça, c'est la zone de couture, comme on appelle une zone de recouvrement ou de couture. Donc, le logiciel a estimé que c'est par là qu'il fallait assembler les images. Si vous regardez bien deux photos consécutives, je vais revenir. Alors, je crois que c'est ce mode-là. Voilà. Regardez ce mode-là. Regardez quand je passe à cette photo-là et cette photo-là dans la zone de recouvrement. Vous avez une bande à droite du poteau qui est la zone de recouvrement. Eh bien, quand je passe d'une photo à une autre, vous n'observez aucun décalage d'image. Or, quand j'ai fait la photo, j'ai bien tourné mon appareil photo. Or, quand vous tournez votre appareil photo, si vous le tournez par exemple à main levée, sans vous en apercevoir, votre appareil photo se trouve ici et quand vous allez tourner, votre appareil photo va se trouver là. Le point de vue de votre appareil photo a donc changé. Vous avez décalé votre appareil photo et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le poteau, lui, va être bien sur mes deux photos, mais ce qui est derrière le poteau, il va avoir bougé entre deux photos consécutives. Quand le logiciel va chercher à assembler tout ça, dire qu'est-ce que je fais? J'ai un poteau que je revois sur les deux photos, mais pas l'arrière-plan qui a bougé. Comment je colle correctement ces deux endroits? Eh bien, le principe, c'est qu'il existe un point de rotation idéal, un endroit où quand on va placer notre appareil photo sur la rotule qui est derrière moi, là, ici, vous voyez qu'il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le tourner. Regardez, l'appareil photo, il est décalé par rapport à l'axe de rotation de ma rotule, il est décalé vers l'arrière. D'accord. Et il est décalé, il est centré par rapport à l'axe de rotation. Alors, comme il est un petit peu tard, je me suis permis de mettre un lien vers le PDF. Le PDF, voilà. Écrit, qui s'appelle « Trouver le point nodal de vos objectifs avec précision en moins d'une heure ». Le point nodal, c'est ça, c'est le point de rotation idéal autour duquel il faut faire tourner le boîtier pour que quand on va tourner le boîtier, les deux photos consécutives vont être parfaitement identiques dans la zone de recouvrement. Et j'explique ça en une centaine de pages, de manière très détaillée, très précise, avec plein de copies, plein d'images, plein de copies d'écran, comment le régler correctement pour la modique somme de 17,90 €, sans augmentation de l'inflation. Rien. En fait, il faut savoir qu'Arnaud, quand il y a un sujet qui l'intéresse, il va assez loin. Vous avez vu qu'il s'intéresse à la photo scientifique, qu'il a un vrai bagage aussi bien en physique, en optique que dans d'autres domaines. Et donc, des fois, il cherche un peu la petite bête et puis il a produit comme ça. Donc, un sujet sur le point nodal, un autre sur, je crois, c'est le guide des DPI. Le fameux DPI. Voilà. Et puis, il y en aura d'autres à venir. Donc, ça, vous jetterez un œil si ça vous intéresse. Il y a déjà des informations gratuites sur mon site. Pour aller beaucoup plus loin, il y a le PDF. Oui, parce qu'il y a une vraie recherche et comme une étude derrière et dont vous pouvez profiter si vous voulez aller plus loin. Pas mal de questions pour les écrans ESO comme les CG 2430, 2420. Quelle sonde tu recommandes entre la SL, la Pro HL et la Plus HL? Bon, pas la SL. Voilà, on est d'accord. Pro HL, si vous avez un écran ESO, ça paraît cohérent. Ça suffit aujourd'hui. La Plus, c'est pour demain. On est bien d'accord, elle ne sert strictement à rien aujourd'hui, mais elle est tout à fait prête pour demain. Or, je sais que ESO travaille sur des écrans HDR. Bon, voilà. Et oui, forcément, mais tout le monde y bosse. Oui, c'est normal. Tous les fabricants sont en train d'aller là-dessus. On y bosse. Mais une Pro suffit effectivement aujourd'hui pour calibrer avec le Calibrate Profiler ou avec Color Navigator un écran ISO. Très bien. Color Edge. Alors, donc on a vu. Mais Jean-Jacques Vial dit quand est-ce qu'il sort le guide sur Color Navigator? Ça, à chaque fois qu'Arnaud vient dans nos webinaires, et ça fait quand même un an que tu dois le sortir. Définitivement, j'ai honte. Définitivement. Avant Noël. Il y a des moments quand j'ai honte, mais que je culpabilise, je me mets dessus. Quand j'ai honte et que je culpabilise même plus parce que de toute façon, je vais faire un tour de vélo. Et l'adrénaline, ça me fait oublier que j'ai honte, que j'aurais jamais dû dire que je l'allais le faire, alors que je l'ai toujours pas fait. Ça fait 2 ou 3 ans que je le. Et le pire, c'est qu'il est bien démarré. Je sais tout ce que je dois dire. Mais après, voilà, l'emploi du temps, un heureux événement, des choses comme ça font que moins de disponibilité. Mais sachez que voilà.
toute façon, on va terminer. On avait dit 19h30, il est 29. S'il y a une dernière question, on va la prendre. Moi, en Oui. attendant, je vous montre. Arnaud, il a aussi publié des livres. Hein. Donc, celui-ci, il est publié sur Clermont-Ferrand. Et dedans, il y a quelques très belles photos panoramiques avec un travail sur les ombres et la lumière aussi, des photos d'architecture. Voilà, tu l'avais fait, je crois, en collaboration avec la mairie de Clermont. Ah bah oui, forcément, oui, forcément. Le musée André Quillot, toutes les structures importantes de Clermont-Ferrand ont ouvert leurs portes, oui, forcément. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Il est épuisé, celui que tu avais publié chez Erol, hein, c'est ça, sur Oui, la oui, photo ouais. panoramique. Bon, Mais en vous pouvez le 2004, trouver que en occasion. voilà. C'est dommage Voilà. parce qu'il y a des belles illustrations. Quand je l'ai fait, je parlais déjà des logiciels d'assemblage, je savais que ça serait dépassé, mais au moins j'ai essayé de l'illustrer pour donner plein d'idées de types de photos panoramiques qu'on peut faire, même encore aujourd'hui. Ouais. Donc, il n'est plus disponible, mais peut-être que tu en feras une version numérique. On en parlait hier. Tu as effectivement au moins 5 ou 6 personnes qui disent bon, alors, ah là là, moi aussi, je l'attends, ton guide de Color Navigator. Surtout qu'il y a plein de petites choses à raconter. Une règle nodale est-elle indispensable pour un panorama de paysage? Dès que vous avez un premier plan et un deuxième plan, oui. Oui. D'accord. Voilà la Vraiment, réponse. le point Sofiane, nodal à partir de 200 mm de focale, donc pour faire de la très haute définition, un paysage extrêmement lointain, vous n'allez pas avoir de premier plan. Vous êtes aux 200 mm, donc de toute manière, pas de premier plan ou alors totalement flou. Le point nodal n'est pas strictement obligatoire. Dès que vous travaillez avec 50 mm ou en dessous, franchement, dès que vous avez un premier plan, là, mais c'est la galère après à assembler, sauf ce qu'on appelle la chance du débutant. Vous avez de la chance, vous faites un assemblage, vous dites, oh, mais ça s'est bien passé, il n'y a pas besoin, machin. Oui, oui, quand vous faites plein de panoramas, comme je peux en faire, ou comme les passionnés de photos panoramiques en font, le point nodal, pour moi, c'est indispensable. très bien. Merci pour cette réponse. On va donc clôturer. Ça, c'était donc la dernière question technique. Petite précision. Donc, Arnaud ne sera pas présent cette année au Salon de la photo, mais il envisage, pour ceux que ça pourrait intéresser, de faire une ou deux formations dans les mois qui viennent sur la photo panoramique. Tu me disais sur une journée, tu peux quand même balayer pas mal de sujets, c'est ça? Hein? Tout à fait. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, contactez Arnaud et il mettra en place une formation. Donc, il envisageait d'en faire une sur Paris et peut-être une sur Lyon s'il y a suffisamment de Il y a personnes intéressées. il y a une salle, je peux avoir une salle à Clermont-Ferrand, à Lyon et Paris. Voilà, Clermont-Ferrand, Même Paris. Toulouse, des fois, le magasin à Toulouse, il y a un magasin à Toulouse qui me suit de près et qui est prêt à m'ouvrir les portes aussi. On pourrait organiser des sessions s'il y a pas mal de monde. Très bien. Et si vous voulez parler de gestion de la couleur, moi je serai probablement sur le salon de la photo, même j'en suis sûr, le vendredi et le samedi. Et je fais un petit partenariat avec le magazine OpenEye. Et donc, on aura l'occasion d'y parler de calibrage écran, mais aussi de comment choisir ses papiers, de réussir ses tirages photos. Si jamais c'est des idées que vous avez, ben voilà, vous pourrez venir en parler avec moi si Puis vous n'hésitez le pas souhaitez. à m'écrire. Vraiment, je réponds volontiers, Oui, soit par téléphone, soit vous m'écrivez. Vraiment, je réponds volontiers, d'autant plus que je sais que je n'ai pas écrit ce fameux livre. Donc, si vous avez un ça point qui vous viendra, ça coince, viendra. n'attendez pas forcément le livre. Si jamais vous avez un point qui vous coince, vous m'appelez. Vraiment, voyez bien, je suis quelqu'un de passionné. Je ne vais surtout pas vous laisser en plan, d'autant plus que je culpabilise. Donc, voilà, profitez de ma culpabilité, profitez. Merci pour votre attention. De toute façon, je vous envoie demain un lien avec le replay, donc la rediffusion de ce webinaire, des informations complémentaires sur l'offre spéciale qui est disponible avec Digitphoto, et puis le lien vers le site web d'Arnaud. Il faut que tu fasses aussi plus de communication, Arnaud, mais ça, tu le sais. Parce Et qu'il y pas a sur Color Navigator, c'est oui, forcément non, mais il y a des tas d'autres choses, il y a des tests, etc. Et tu as terminé, je crois, les tests sur la ProHL, SL. la SL. Et Arnaud, dans quelques jours, va faire des tests avec quelqu'un qui met à disposition un écran XDR pour pouvoir compléter ces tests sur la plus HL. Mais de manière générale, les résultats sont excellents. Mais comme ça, il pourra vous communiquer des chiffres précis sur les valeurs qu'il a réellement obtenues dans des tests Écran à grandeur feuille, nature. voilà.
C'est important. Eh bien, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie pour votre attention et je laisse le mot de la fin à Arnaud. Et à bientôt. Comme à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Merci encore Hervé d'organiser tout cela. C'est un vrai plaisir de pouvoir être proche de vous. Et donc, n'hésitez pas à poursuivre cette soirée par téléphone, si on se croise un jour, ou par mail. Vraiment, n'hésitez pas. Je suis vraiment passionné par tout cela. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'être venu nous écouter ce soir. Merci beaucoup. Merci Arnaud, merci à toi et à bientôt.